Les États-Unis et Israël ont défendu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies leur action militaire visant les sites nucléaires iraniens. Téhéran promet des représailles. À la veille de l'ouverture du sommet de La Haye, les 32 États membres de l'OTAN s'engagent à porter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB selon des sources diplomatiques. Les États-Unis et Israël ont défendu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies leur action militaire visant les sites nucléaires iraniens en insistant sur la nécessité de priver Téhéran de l'arme nucléaire. Cette session d'urgence de l'ONU fait suite aux frappes menées par Washington sur 3 sites nucléaires iraniens clés dimanche qui ont fait réagir plusieurs États membres. The time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests, to act decisively. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Make no mistake, the cost of inaction would have been catastrophic. A nuclear Iran would have been a death sentence just as much for you as it would have been for us. La Russie, la Chine et le Pakistan, principaux alliés de l'Iran, ont condamné les frappes américaines et l'ambassadeur d'Iran à l'ONU a promis des représailles. The timing, nature and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Le bombardier furtif B-2 qui a largué des bombes anti-bunkers sur les installations nucléaires iraniennes a regagné dimanche sa base américaine du Missouri. Selon Washington, les frappes aériennes étaient une intervention limitée pour pousser Téhéran à négocier. À La Haye, des militants pacifistes ont manifesté dimanche contre l'OTAN et la hausse des budgets militaires à 2 jours du sommet de l'Alliance prévu dans la ville. Parmi les manifestants figuraient des membres de la diaspora iranienne venus dénoncer l'escalade du conflit au Moyen-Orient qu'ils attribuent à l'implication croissante des États-Unis. Als nu een vergelding plaatsvindt vanuit Iran, wat volgens het internationaal recht rechtvaardig zou zijn of legitiem zou zijn, dan zijn wij als Nederland ook in oorlog met Iran. Omdat een aanval op één is een aanval op alle. En dat is wat er nu gebeurd is. De zwaarst mogelijke bom 6 keer is vannacht gevallen op Iran. De volgende stap is een atoomoorlog. En dat is waar we ons enorm zorgen om maken. En waarom we ook zien dat op het moment dat je meer wapens koopt, de kans steeds groter wordt dat je ze een keer gaat gebruiken. En dat is levensgevaarlijk. Organizers say around 5,000 people gathered in The Hague today to protest against the upcoming NATO summit. There did not seem to be a major shift in the activists' message towards the ongoing conflict in Iran, despite the now confirmed US involvement. They did reiterate their belief that NATO is in fact not a defensive alliance, indicated now by the active participation of NATO's largest member state. There are a handful of protests registered throughout the week, but they're not expected to be quite as large as this one because of the strict security measures in place around the summit venue. Emma de Ruiter for Euronews from The Hague. Malgré les frappes américaines, l'Iran pourrait encore disposer d'une grande quantité d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe nucléaire, a déclaré à Euronews un expert de l'Institut Bruegel. It's not credible, in my opinion, to assume that the highly enriched uranium was destroyed. And therefore, Iran, for better or for worse, remains a nuclear threshold power. Maybe not quite as near as it was 24 hours ago, but nonetheless, a country that could, if the regime decided to go all out to produce a bomb, might very well still be capable of doing so. L'expert estime que l'Europe n'a pas sa place dans le conflit en raison des divisions entre les États membres. Les alliés de l'OTAN s'engagent à porter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB d'ici 2035, selon plusieurs sources diplomatiques. Les ambassadeurs des 32 États membres de l'Alliance auraient signé dimanche cette nouvelle promesse de dépenses, qui devrait être officialisée lors du sommet de La Haye qui se tiendra mardi et mercredi. L'accord prévoit que les membres de l'OTAN consacrent 3,5% de leur PIB à la défense pure, comme les armes et les troupes.
et 1,5% supplémentaire aux investissements de défense au sens large, tels que la cybersécurité et la mobilité militaire. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump exhorte les membres de l'OTAN à atteindre cet objectif de dépenses, menaçant de retirer les États-Unis de l'Alliance dans le cas contraire. Alors que La Haye se prépare à accueillir les 32 dirigeants de l'OTAN, des centaines de personnes ont manifesté dimanche dans cette ville néerlandaise qui abrite également la Cour pénale internationale. Dénonçant l'OTAN et la guerre à Gaza, les manifestants ont également vivement critiqué les frappes américaines en Iran ce week-end. La Banque européenne d'investissement renforce son rôle de bras armé financier de l'Union européenne. La BEI voit son plafond de financement pour cette année atteindre 100 milliards d'euros, un nouveau record. Dans le contexte de tensions géopolitiques, l'établissement confirme son engagement dans la défense et la sécurité avec un triplement de son effort. La BEI prévoit de consacrer 3,5% du total des financements dans le secteur militaire, avec actuellement 32 projets phares dans les tuyaux. We are financing the public sector when we are talking about large military barracks infrastructures. Just this week also we have got the go-ahead for the financing of a very important infrastructure in Lithuania, military barracks that will host a Bundeswehr brigade very close to the Belarusian border. And we're working with the European Commission to identify other key public infrastructures for military mobility. We are also financing large private companies when it comes to research and development programs, when it comes to innovation and also industrial capability. Le climat et les énergies propres demeurent des priorités pour la BEI. D'ailleurs, pour la Banque européenne, l'action climatique va de pair avec la sécurité européenne. L'établissement lance ainsi un nouveau programme d'investissement dans les technologies et l'innovation. La première vague de ce nouvel outil, doté de 70 milliards d'euros, sera consacrée aux industries propres. This has to do with the products to build energy grids. It has to do with guarantees for clean tech innovators. It also has to do with support to the wind industry and also support to the deployment of power purchase agreements, which are key to stabilize energy pricing for large European industries. La BEI veut agir pour l'autonomie stratégique de l'Union et pour cela, elle veut s'assurer que les champions européens restent en Europe. Siarhei Tsikhanovsky, figure clé de l'opposition bélarusse, a oublié comment parler en prison, déclare Franak Viatchorka, chef de cabinet de son épouse, la leader de l'opposition Svietlana Tsikhanovskaya. Dans une déclaration exclusive à Euronews, Viatchorka détaille la libération surprise des prisonniers politiques biélorusses de samedi et analyse la stratégie supervisée par les États-Unis qui a permis à l'obtention d'un accord. The visit of Trump's envoy Kellogg to Minsk maybe didn't bring any changes for Ukraine's peace talks, but it brought very concrete result, released political prisoners, including Sergei Tsikhanovsky. What other efforts didn't succeed, American effort did work. Le régime d'Alexander Loukachenko, président du pays depuis 1994, a arrêté Tsikhanovsky 2 jours après l'annonce qu'il serait candidat à la présidence en 2020. We have to help Ukraine so much as possible because our fate depends on the fate of Ukraine. But on the other hand, we should not forget human rights. We should not forget political prisoners, all those people who suffered for their political position, for supporting Ukraine, for fighting for democracy. And the European Union and the United States have to work together in coordination. Depuis l'année dernière, Loukachenko a gracié un petit nombre de détracteurs emprisonnés, ce que les analystes considèrent comme un signe que Minsk cherche à apaiser les tensions avec l'Occident. Au musée Frédéric Chopin de Varsovie, le romantisme du XIXe siècle reprend vie. L'exposition La vie romantique Chopin-Schaeffer Delacroix-Sand nous plonge dans l'univers du célèbre pianiste et de ses proches. Tous ont vécu dans le même quartier parisien, la Nouvelle Athènes. L'exposition est divisée en 4 parties. Première section, l'atelier d'Ary Scheffer. Ary Scheffer welcomed many artists in his studio, many painters, many writers and musicians. Frédéric Chopin played piano in the studio of Ary Scheffer.
La deuxième partie de l'exposition est consacrée au thème romantique. Chcieliśmy pokazać, że są pewne tematy w sztuce romantyzmu, w muzyce, w literaturze, w sztukach plastycznych, które są wspólne dla wszystkich. I sercem tematów romantycznych jest również ballada, którą odnajdziemy zarówno w literaturze, w malarstwie, ale oczywiście w muzyce. I tam zobaczycie Państwo autograf ballady Fryderyka Chopina. Autre étape, le cercle social avec Chopin et George Sand. Leur relation complexe est mise en lumière. Dwie wielkie postacie, dwie osobowości, wspólne życie w Paryżu i w Nantes, ale byli oni przecież otoczeni przez innych. Do grona ich bardzo bliskich przyjaciół należał Eugeniusz Delacroix. La suite de l'exposition s'intitule Souvenir. Zostały stworzone po to, aby pamiętać o swoich przyjaciołach, o swoich bliskich, o to, żeby śmierć przemijające życie nam ich nie odebrało. Dernière partie de l'exposition, les petites sculptures apparues après l'époque de Chopin. Pokazują taki świat estetyczny, świat sztuki, który podobał się ludziom, który był dostępny, którą chcieli zbierać. Tak niezwykłe nagromadzenie wręcz symbolicznych obiektów i złożenie ich w różnego rodzaju narracje, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie i wielka przygoda. L'exposition se tiendra jusqu'au 31 octobre à Varsovie.